Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Depuis l'invention du cinéma, la planète Mars occupe une place privilégiée dans l'histoire du 7e art. Des films d'invasion martienne des années 60 aux films de science-fiction plus réalistes comme Seul sur Mars ou plus tarés comme Total Recall de Verhoeven, en passant par les tonnes de séries B horrifiques plaçant la planète rouge comme toile de fond pour faire couler l'hémoglobine, Mars fascine les réalisateurs comme les spectateurs, à tel point que, le tout début des années 2000, voit naître un véritable embouteillage de sorties de films prenant place sur Mars, avec les sorties successives de Mission to Mars de Brian De Palma, Red Planet avec Val Kilmer, et le film qui nous intéresse aujourd'hui, Ghost of Mars de John Carpenter. Depuis des semaines, des rumeurs se propagent sur Mars. Elles nous viennent de nos avant-postes les plus reculés et s'étendent de ville en ville. Une chose qui était enterrée depuis des siècles vient de ressurgir. Et cette mystérieuse force se déplace sur toute la vallée sud, ne laissant que silence, désolation et mort. Shining Canyon, ici le poste Marineri 74 Yankee. Alors c'est ça, Shining Canyon? Quel trou! Ok. Vous pensez qu'il s'agit d'un petit transfert de routine, mais enfoncez-vous dans le crâne que ce n'est pas un prisonnier habituel. Désolation, Williams? Il est accusé de quoi cette fois? Meurtre. Il faut que vous soyez sur vos gardes constamment. Où ils sont tous passés? Le vendredi soir, la place est bourrée de monde. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une boucherie, leur QG. Quoi? Le casino, les baraquements, le foyer, le central. Il n'y a pas âme qui vive. Lieutenant, on a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est sorti de son corps. Je ne comprends pas. Quelle que soit la forme de vie qu'il y avait ici, nous l'avons réveillée, elle est en nous, ok? Ça va vraiment se compliquer. Je parle de possession. Je n'irai pas. Ils se vengent de quiconque essaye de s'installer sur leur planète. Aucun de nous n'en sortira vivant si on ne se serre pas les coudes. Jamais je donne ma parole. Je ne passe jamais de marché avec des escrocs. John Carpenter, Ghost of Mars. Pour eux, nous sommes les envahisseurs. Et donc oui, enfin du John Carpenter chez Jumpscare, et pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel, car Ghost of Mars est souvent considéré comme le film qui confirme que le cinéaste avait bien besoin d'une pause dans sa carrière après une nette perte de qualité dans ses derniers longs métrages, Los Angeles 2013 et Vampire, qui avait un peu divisé le public à l'époque. Ah d'accord. Los Angeles 2013, c'est bien. Pardon. On en reparlera tout à l'heure. Tourné avec un budget de 28 millions de dollars entièrement de nuit, Ghost of Mars nous emmène en 2176 sur la planète rouge au sein d'une société matriarcale où une équipe de flics du turfu est envoyée récupérer un dangereux criminel, Désolation Williams, interprété par Ice Cube, dans une vieille ville minière pour l'emmener à son jugement. Et oui, c'est Désolation en VF et pas Desolation. À leur arrivée, ils découvrent que les habitants de la colonie minière ont été possédés par des esprits martiens réveillés par une excavation qui a mal tourné et que seul un groupe de détenus a survécu à l'invasion. Les policiers et les détenus vont donc s'allier, s'armer et s'entraider pour fuir la colonie, non sans balancer quelques grenades et quelques bourre-pifs au passage. Comme à son habitude, John Carpenter s'est impliqué dans de multiples facettes de la production du film. Réalisation, scénario et évidemment musique, en collaboration avec le groupe culte Anthrax, tout ça avec un casting 5 étoiles, Ice Cube à l'époque au top de sa fame, Natasha Henstridge qui venait de faire une percée avec La Mutante, la cultissime Pam Grier de Foxy Brown et Jackie Brown de Tarantino, et même un jeune Jason Statham, encore chevelu à l'époque, il faut le souligner. Mais tout ça n'a pas empêché Ghost of Mars d'être une énorme déception au box-office avec seulement 14 millions de dollars de recettes, avec en bonus une réception mitigée de la part des critiques, qui selon John Carpenter ont pris le film trop au sérieux, lui qui voulait juste faire un film d'action sans prétention, et qui dira en interview que le titre Ghost of Mars, littéralement Les Fantômes de Mars, aurait déjà dû mettre la puce à l'oreille des spectateurs sur le ton du film. Néanmoins, le film a su gagner le cœur d'une petite communauté de fans au fil des années, et on s'est dit que c'était le film parfait pour commencer à parler de John Carpenter dans le jumpscare, au lieu d'évoquer une énième fois Halloween ou The Thing, qui fête d'ailleurs son anniversaire de sortie aujourd'hui. Bon anniversaire The Thing. Joyeux anniversaire The Thing. On parlera pas de toi. C'est dommage, on aurait préféré. Parle de ton cousin débile, celui que personne n'aime dans la famille.
Ça commence, c'est horrible. Et pour voir si Ghost of Mars mérite sa réhabilitation, nous sommes aujourd'hui en présence de Dario. Salut. Ça pue le sel déjà, c'est horrible. Amélie, programmatrice au festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Mathieu de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Toujours Pas sûr. Pas sûr. Refais la Romain. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut Michel. Et moi-même, Romain, votre hôte et chroniqueur au bistrot sur Filmo. À noter que Lily et Mylène sont absentes aujourd'hui, mais Mylène a tenu à envoyer un message audio pour défendre le film qu'on diffusera dans l'émission, même si je vois pas en quoi le film a besoin d'une défense vu le monstrueux chef-d'œuvre que c'est, sachant que Mylène a tendance à défendre l'indéfendable. Qu'est-ce que ça dit de moi ? Je ne sais pas. Nous allons voir ça. Mathieu, toi le film, est-ce que tu l'as vu en salle à l'époque ? Alors oui, je l'ai vu en salle et je me rappelle qu'on n'était pas très nombreux. On était, je crois, une petite dizaine. Je me rappelle même l'avoir vu avec mon crush de l'époque et m'être dit putain faut que je tente un truc pendant la séance ou quoi, et j'étais absorbé par le film, ce qui fait qu'à la fin je me suis dit putain merde c'est loupé. Voilà, donc je l'ai en tête par rapport à ça, peut-être plus par rapport à ça que par rapport au film, parce que j'étais déjà assez fan de Carpenter, même s'il me restait quelques-uns de ses films en fait à rattraper. Sur le moment, j'ai plutôt apprécié ce que j'ai vu, dans le sens où c'était une bonne petite série B et à titre personnel, c'était exactement ce que je venais chercher. C'est très con, c'est très bourrin, ça défouraille, ça canarde. Il y a un petit peu de sang, il y a un petit peu de suspense en matière de construction de scénario. On suit plusieurs points de vue. Enfin, c'est pas Rashomon non plus, mais il y a un petit effort fait à ce niveau-là que j'ai trouvé, en tout cas à l'époque, assez appréciable. Je l'avais pas revu depuis l'époque, ou alors peut-être une fois très rapidement, je pense en DVD. Donc je dis pas que j'ai redécouvert le film, mais il y a plein d'éléments qui m'étaient totalement sortis de la tête. Une vingtaine d'années plus tard, qu'est-ce que j'en retiens ? Pas forcément grand-chose de positif. Je vais essayer d'être bref, parce que Carpenter, c'est un sujet que j'aime énormément. J'ai beaucoup de bouquins qui traitent de John Carpenter, mais vraiment quand on parle de ce réalisateur, c'est vraiment pas Ghost of Mars qui me vient en tête en premier, loin de là, mais ça reste quand même pas forcément son plus mauvais film. Ça c'est celui qui viendra juste après, qui s'appelle The Ward. Mais bon bref, ce que je trouve dans un premier temps raté, ou en tout cas décevant dans Ghost of Mars, c'est d'une part la musique. Je suis un grand fan des compositions de Carpenter, et même si je reconnais que il a voulu tenter autre chose de par l'ambiance du film et que le côté hard rock de la BO, sur le papier, ça sonne un petit peu comme une évidence. Je trouve qu'en fait, il n'y a rien de véritablement mémorable. Et à la fin du film, j'ai aucun thème à siffler. Je ne garde rien en mémoire. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'une espèce de musique de fond comme ça, bourrine, mais qui en vaut parfaitement une autre, en fait. Il n'y a rien de transcendant à ce niveau-là. Après, je suis pas non plus un grand fan de hard rock, donc peut-être que mon avis, en fait, il vaut pas grand-chose, mais voilà, je trouve qu'en matière de musique de film, c'est vraiment pas celle-ci qu'on retient quand on pense à toutes les musiques qu'a composé Carpenter. Ensuite, ce qui m'a un petit peu déçu à la revoyure, c'est le fait qu'il y ait très peu de gore. Je me rappelle qu'à l'époque, Carpenter nous avait promis une espèce de film un petit peu à l'ancienne, bien vénère, bien bourrin, la bonne petite série B en fait qui en fout plein les murs. C'est pas vraiment le cas. Je crois qu'il y a une scène en fait qui a fait rigoler tout le monde. À un moment donné, ils essaient d'ouvrir une canette et puis ça dérape. Donc cette scène en fait fonctionne très bien, mais je sais pas. Enfin, il y a malgré les trucs un peu coupants qui sont balancés, les décapitations, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, enfin en tout cas à ce niveau-là. Au niveau de l'écriture des personnages, il y a quelques trucs en fait qui m'ont un petit peu gêné. J'étais très content de revoir, en tout cas à l'époque, Pam Grier après l'avoir entreaperçu dans Los Angeles 2013. Et comme dans ce film-là, son rôle à l'écran, il est très limité dans le sens où on la voit pendant 10 minutes, 15 minutes grand max, puis après pouf, on passe à autre chose. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Jason Statham, c'était pas la grosse star en fait qui sera plus tard, donc à l'époque je m'en foutais un petit peu. Natasha Henstridge, elle fait très bien son taf. Enfin, voilà, c'est une héroïne badass, très très Carpenter, donc là il y a pas de souci à ce niveau-là. Mais par contre, je trouve que le méchant qui a un look extraordinaire et qui sur l'affiche en fait il envoie du lourd. Big Daddy Mars, ouais. Je le trouve mais clairement sous-exploité quoi. Il est à l'avant d'une espèce d'armée et tout ce qu'il fait en fait c'est lever sa machette là et gueuler blablabla, et puis après il y a tous ses potes en fait qui suivent derrière et il ne fait rien d'autre. Et quand il arrive et qu'il y a une espèce de début de confrontation avec les personnages avec les gentils, il se fait étaler très vite
Et après, on le voit à l'arrière-plan en train de brailler, et en fait, c'est tout, quoi. Donc, il a un look de ouf, mais Carpenter n'en fait pour ainsi dire vraiment pas grand-chose. Et de la même manière, je trouve qu'il y a des personnages qui sont assez sous-exploités, voire même des fois complètement sacrifiés. J'ai dû revoir le film, en fait, pour me rappeler de ce qu'il advenait de Jason Statham, en fait, à la fin, parce que je me rappelais pas ce qui lui arrivait. Il y a un personnage féminin aussi qui se fait infecter à la toute fin du film, et en fait, il faut vraiment avoir l'œil, parce qu'il me semble avoir aperçu son cadavre au moment où le train, en fait, démarre, et ça aurait peut-être mérité un plan un peu plus rapproché pour qu'on comprenne, en fait, le devenir de ce personnage. Enfin bref, je trouve qu'il y a des trucs qui sont un peu faits à la va-vite. Ice Cube, alors, je sais qu'il a des fans. Moi, tu me demandes de citer un film avec Ice Cube, je te cite Ghost of Mars, mais au-delà de ça, Anaconda, mec. Anaconda, j'ai aucun souvenir d'Anaconda. Je me rappelle de Jennifer Lopez, mais vraiment, point final. C'est honteux, mec. Je suis désolé. Mais bref, voilà, je le trouve très rigolo, en fait, à froncer les sourcils, à faire genre je suis badass, alors qu'il me donne envie de rigoler. La scène, en fait, il court avec une mitraillette dans chaque main, en fait. Bon, voilà, c'est peut-être que c'était badass à l'époque. Aujourd'hui, je regarde ça avec un petit sourire en coin. Le budget aussi, qu'on devine être assez rikiki, ça a toujours été une espèce de force pour Carpenter, parce qu'il a toujours su transcender ce genre de problème pour livrer des séries B vraiment faites avec de la débrouille, quoi. Et là, j'ai l'impression que il n'en avait pas forcément suffisamment, parce que ça me posait pas forcément problème à l'époque, mais aujourd'hui, en fait, à la revoyure, ça me saute aux yeux. Le décor en carton-pâte, qui est quasiment toujours le même, je trouve que vraiment, on est à deux doigts d'une espèce de série télé fantastique à la Buffy, tu vois, enfin, où j'en profite parce que Mylène et Lily sont pas là. Ce que j'allais dire, ouais. Voilà. Série de merde. Ou non, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une série de merde, je la connais pas. Ah ouais, c'est juste parce qu'elles sont pas là que j'en profite un peu. mais voilà, je trouve qu'en termes de décor, ça se voit un petit peu que à la fin la production roulait pas sur l'or. Il y a pas mal d'effets qui sont très datés, très années 2000, notamment cette espèce de vision à la première personne de des fantômes, en fait, qui sont matérialisés sous forme de fumée et qui passent d'un corps à un autre. Donc on a une espèce d'image limite DV, un peu moche et tout. Enfin, c'est encore une fois, ça fait très années 2000. Je trouve pas ça très beau, en fait, avec les années. Et puis surtout, ce qui me gêne profondément, en fait, quand je revois le film, c'est le fait que la mise en scène de Carpenter n'est jamais au même niveau que tout ce qu'il y a pu y avoir précédemment. Je trouve qu'il y a plein d'effets qui sont pas bons, qui sont soit datés, soit ratés. Il y a énormément de fondus enchaînés qui, je trouve, en fait, n'apportent foutrement rien au film. Et il y a plein de petits trucs où je me dis, putain, mais c'est Carpenter qui a réalisé ça, quoi. Enfin, ça fait limite par moment DTV, quoi. Malgré tout, il y a quand même quelques plans qui font vraiment Carpenter à 200%. Il y a quelques plans larges, notamment, qui se passent dans la prison, quand il y a un prisonnier un peu taré là, qui est derrière les barreaux et qui commence à se scarifier. Ça ressemble un petit peu à un désinfecté dans Cross, là. D'ailleurs, je me suis demandé si c'était une inspiration. Là, ouais, on retrouve un petit peu une composition de cadre et une ambiance typiquement Carpenter, mais tout ce qu'il y a dans les trois quarts du film, c'est vraiment, encore une fois, j'ai l'impression de regarder soit un mauvais téléfilm, soit une espèce d'épisode de série TV fantastique lambda, quoi. Et dernier petit truc aussi, alors ça j'ai un peu honte, mais pour ce qui est des scènes d'action qui n'ont jamais été le point fort de Carpenter, c'est vraiment de base un réalisateur qui est là pour poser une ambiance. Enfin, l'action, c'est vraiment pas son truc. Les scènes d'action de Ghost of Mars, je les trouve vraiment, peut-être pas ni fait ni à faire, mais vraiment pas bonnes, quoi. Et je suis désolé, moi ça m'a fait penser à House of the Dead de Uwe Boll, qui pourtant ne sortira que 2 ans plus tard, parce que les personnages principaux sont filmés en plan fixe, généralement avec un flingue dans chaque main, parce que bon, c'était la mode à l'époque, on est 2 ans après Matrix, en train de canarder donc en direction du contre-champ. Ensuite contre-champ, et là on voit des mecs grimés en mauvais protagonistes de Mad Max, être catapultés par des trampolines cachés par des éléments du décor, et ensuite rechamp sur des mecs, en fait, qui tirent, et ensuite contre-champ sur des mecs catapultés par des trampolines avec des petites explosions un peu nulles dans un décor en carton-pâte avec du hard rock avec du hard rock à fond de la caisse derrière. Donc voilà, je suis désolé pour Carpenter, mais ce moment-là, j'ai fait non, c'est l'action, c'est pas ton truc, donc on va faire comme si, c'est peut-être pas que ce film n'existait pas, mais je préfère oublier ce moment, quoi. Voilà, donc ça c'était pour les aspects entre guillemets négatifs. Après, il y a quand même
un petit peu de positif dans ce film. Si on est adepte de série B sortie en début des années 2000, effectivement, qu'on prend son pied devant parce que le casting, parce que l'esthétique 2000, tout ça. Moi, je suis pas forcément très fan de ça, mais je sais qu'après, il y a des adeptes. La scène du doigt coupé qu'on a mentionné précédemment, effectivement, elle fait toujours son petit effet. On a quelques plans, comme je disais, qui font très, très, très Carpenter, heureusement. Et on a aussi quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est le fait que si on replace ce film au sein de la filmographie de Carpenter, je trouve qu'en fait, il fait sens et il est presque logique. J'ai toujours eu tendance en fait à considérer ce film comme étant le dernier film de Carpenter, alors que factuellement c'est faux. Son dernier film c'est The Ward. Et quand on parle de Carpenter, enfin à titre personnel, quand je parle de Carpenter, je mets de côté son premier film, donc Dark Star, et je mets de côté son dernier. Pour moi, son premier et son dernier film c'est Assaut et Ghost of Mars. Et ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est deux films en fait qui se répondent parce que les deux traitent d'une thématique que Carpenter a souvent abordée au travers de sa filmographie. C'est le film de siège. Ce qui est logique parce que Carpenter, c'est un mec en fait qui a étudié le cinéma avec notamment comme professeur Howard Hawks, donc réalisateur de Rio Bravo. Carpenter, c'est un secret pour personne, est un fan de western et notamment de Rio Bravo. Et au travers de sa filmographie, il a toujours eu tendance à vouloir rendre hommage à ce type de film et à ce film-là en particulier, avec des figures qui évoquent d'une certaine façon en fait le western. Et notamment Rio Bravo, qui est un film de siège, va se retrouver comme inspiration première pour Assaut et pour Ghost of Mars. La différence, c'est que je trouve que Assaut, qui était pourtant son deuxième film, fonctionne bien mieux que Ghost of Mars, parce que même si on a un postulat, enfin des grandes lignes similaires, avec un flic ou une flic qui est chargé d'aller récupérer un bandit dans une prison et qui se retrouve acculé dans cette prison par des méchants qui sont en extérieur, donc comme dans Rio Bravo, et qui doivent en fait, donc le flic et le bandit, s'entraider mutuellement pour pouvoir survivre. Je trouve que le résultat est bien plus réussi dans Assaut, parce que dans Ghost of Mars, effectivement, c'est une petite série B un peu bas du front. Je trouve que le final qu'il a, enfin, dans les deux cas sont assez similaires, fonctionne encore une fois bien mieux dans Assaut que dans Ghost of Mars, parce que le souci de Ghost of Mars, c'est que il a conscience d'être une série B bas du front, et il y a des moments, je trouve que c'est peut-être un petit peu too much. Et surtout, ce qui m'a considérablement déçu, mais après ça peut se comprendre, c'est que là où Assaut se terminait par une espèce de travelling latéral qui était absolument magnifique, et qui était justement non-verbal entre le flic et le bandit, la fin de Ghost of Mars, c'est un dialogue tout pourri entre la flic et le bandit, qui repartent en fait pour un deuxième round qu'on ne verra jamais parce que le budget en fait ne permettait pas de le faire, quoi. Donc il y a un côté un petit peu frustrant dans Ghost of Mars, et il y a un petit côté redite, mais de par les thématiques qui sont traitées par Carpenter tout au long de sa filmographie, je le trouve logique, parce que c'est quelque chose en fait qu'il a toujours fait, le film de siège, que ça soit Assaut, que ça soit Ghost of Mars, que ça soit The Thing, que ça soit Fog, qui est un chef-d'œuvre, on le rappelle quand même. Prince des Ténèbres aussi, en soi. Prince des Ténèbres aussi. C'est quelque chose qui revient très souvent, et le fait qu'il fasse Ghost of Mars, c'est logique d'une certaine façon. C'est juste que il n'était pas forcément très inspiré, et le public en fait n'était pas forcément au rendez-vous, parce que de fait on était en 2001, peut-être que les gens avaient envie d'autres choses à l'époque, on était au tout début de la mode des films de super-héros avec X-Men et Spider-Man. Carpenter s'est peut-être senti un petit peu en décalage, lui qui a toujours d'une certaine façon été un petit peu en décalage avec Hollywood, et c'est peut-être aussi ce qui a fait qu'après il s'est dit bon c'est bon, j'en fais un dernier et puis après j'arrête. Donc voilà, bref, Carpenter, Ghost of Mars pardon, c'est pour moi un film mineur, c'est un Carpenter mineur. Ça veut pas dire qu'il est mauvais pour autant, mais c'est juste que c'est pas le Carpenter auquel je pense en premier quand on parle de ce réalisateur, quoi. Donc voilà, petite déception. T'as dit un truc concernant les séquences d'action, comme quoi c'est pas le fort de Carpenter. Pour moi, une des erreurs qu'il a commis sur ce film, c'est qu'il s'est entouré de son chef opérateur habituel, Gary Kibbe, qui a tourné avec lui sur quasiment tous ses films depuis, que je dise pas de conneries, depuis Prince des Ténèbres, donc quasiment 20 ans de collaboration au moment de Ghost of Mars, 15 ans, pardon. Sauf que Gary Kibbe, c'est pas un mec qui peut faire de l'action. Faut savoir qu'il a tourné un film d'action, ce gars, et avoir un chef opérateur qui sait faire filmer l'action, ça aide quand t'es un cinéaste qui sait pas trop découper. Toi, ça aurait pu élever les séquences d'action, sauf que non. Il a décidé de garder son pote Gary. Gary, il a fait un film d'action, je l'ai dit, et ce film d'action, c'est Robocop 3. Ah. Est-ce que vous avez vu Robocop 3 ? Ouais. Voilà. Si vous avez vu ce film, vous savez de quoi on parle. C'est un des pires films d'action que vous avez vu de votre vie. C'est un calvaire et un vrai massacre. Donc peut-être que l'erreur pour la séquence d'action, elle est là. Ce qui donne cet aspect Uwe-Bollesque, comme tu dis, en mode c'est que des champs contre champs entre le protagoniste qui tire
et les ennemis qui explosent derrière, ou vice-versa, tu vois, c'est tout le temps ça. Ouais, puis il y a des espèces de combats un peu nuls où en fait les mecs se tapent au-dessus de la tête, mais au ralenti, tu vois. Enfin, c'est. T'as l'impression qu'ils s'est pris pour John Woo, tu vois. Enfin, c'est le même prénom, mais il y a une confusion, quoi. Il y a un truc qui va pas. C'est ça. En tout cas, merci de ton avis. On reviendra un peu sur la filmo de Carpenter juste après, de voir le classement quand même. On peut pas faire un épisode sur lui sans en faire un. Amélie, toi, est-ce que le film, tu l'avais déjà vu avant l'épisode ou est-ce que tu l'as découvert pour aujourd'hui ? Non, je n'avais jamais vu ce film. Donc ça a été une découverte. Alors, est-ce que tu étais heureuse de le découvrir ? Oui et non, en vrai. C'était pas ce à quoi je m'attendais de la part de Carpenter, quand même. Parce que bon, quand même un réalisateur que j'aime bien. Et quand j'ai vu le film, j'ai fait « Ah ouais, on dirait un mauvais épisode de Stargate ». Et du coup, j'étais un peu déçue, mais j'ai pris le temps d'y réfléchir quand même. Il y a quelque chose qui me frappe après coup, c'est que Mathieu, t'as évoqué House of the Dead. Romain, t'avais dit une fois c'était la meilleure adaptation de Doom. Et ben peut-être, il y a quelque chose de très jeu vidéo dans ce film. La PlayStation 2 est sortie l'année d'avant et je trouve qu'il a une esthétique hyper PlayStation 2, ce film. Et on n'est pas sans savoir que John Carpenter est un gamer à ses heures perdues, il me semble. Donc je ne peux pas exclure que en fait le jeu vidéo et le cinéma sont deux arts qui se répondent très souvent. Et je ne peux pas exclure que John Carpenter... il n'est pas pensé au moins même... qu'il n'ait pas eu inconsciemment quelque chose un petit peu de l'ordre du jeu vidéo, parce qu'on dirait vraiment un niveau, quoi, ce film. Il y a des protagonistes qui arrivent avec un objectif très précis, sur une map extrêmement réduite. Il y a les murs invisibles de Mars autour de cette ville. Il y a 4 décors, quoi. Avec donc un objectif très précis. Ils trouvent du stuff. Oh, ils ouvrent des grosses boîtes. Dedans, il y a des grenades toutes faites. Donc, on voit presque le décompte. Je m'attendais presque à voir une flèche qui indique les objectifs de mission, quoi. Avec des personnages, en plus, qui sont très stéréotypés, qui ont des dialogues, vraiment des dialogues des jeux vidéo de l'époque, quoi. Et en plus, le film a quelque chose de très PlayStation 2. Il est low poly, quoi. Il est, je crois que c'est Game Next Door qui a sorti une vidéo sur la 3D moche, là, qui est hyper intéressante. Et effectivement, il est moche dans le sens, il y a ce train qui est vraiment fait avec 4 polygones, si c'était dans un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il a une silhouette comme ça, avec des angles très brusques et pour pas beaucoup de détails, quoi. Alors que je le trouve sympa en plus, ce train, dans son esthétique. On voit pas à plus de 4 mètres comme dans les jeux vidéo de l'époque, parce qu'en fait on savait pas afficher en bonne résolution, enfin en résolution acceptable, les décors, donc c'est pour ça qu'il y a souvent du brouillard ou ici une tempête de sable un petit peu qui fait qu'on voit pas très loin, mais en fait c'est parce qu'ils avaient que 4 décors, je pense, et que si tu vas au-delà de la rue, il y a plus rien. Et du coup, il a effectivement une esthétique très, très jeu vidéo de l'époque. Même ce truc un peu à la première personne de la caméra qui passe à travers les barreaux et tout, je trouve que ça fait très cinématique jeu vidéo. Ce qui fait que dans ce contexte-là, je le trouve un peu le fruit de son époque et du coup, je le trouve un petit peu touchant avec ces zombies nuls qui s'automutilent, c'est effectivement ce chef zombie qui est le boss de fin de niveau du truc, et puis cette ouverture à la fin avec un dialogue qui serait digne d'une sitcom. On s'attendait presque à la freeze frame où ils sont en train de rigoler ensemble. Mais du coup, tout ça ensemble fait que le film a quelque chose d'un petit peu attendrissant et d'un petit peu sympathique. Effectivement, il manque de gore, ce qui vraiment aurait pu donner une vraie plus-value au film. Je pense que s'il avait été un peu plus gore et un petit peu plus outrancier dans certains de ses effets, ça aurait pu vraiment en faire un film devant lequel on se marre avec des potes, quoi, alors que là, c'est peut-être un petit peu trop en dessous. Et il y a un truc, c'est que même si le film aborde des thèmes qui sont chers à Carpenter, comme par exemple ce mal qui est présent dans notre environnement, qui rôde autour de nous, qui finit par prendre possession de nous, à nous contaminer, voilà, c'est quand même un thème qui est souvent chez Carpenter, le mal invisible, qui existe, qui nous poursuit, auquel on a du mal à donner une forme, auquel on a du mal qui n'est pas, on va dire, tangible, palpable, c'est un mal qui est là. Il y a quand même assez peu de fond dans ce film. Le matriarcat qui pourrait au début du film être quelque chose d'intéressant,
Bon, en fait, il y a quand même Jason Statham qui drague comme un gros lourd, quoi. Et ok, il a une héroïne, elle est plutôt badass, mais le fait que ce soit un matriarcat n'a pas vraiment de vraie influence sur la manière dont les personnages se comportent entre eux. Et quand même, ce que je retiendrai comme message du film, c'est ayez toujours de la MDMA sur vous, les jeunes, ça peut vous sauver Oui, en cas de fantôme martien. Prenez de la drogue, surtout. Dites oui à la drogue, ça peut vous sauver. Voilà. Non, mais en vrai, c'est un peu ça. Elle est sauvée parce qu'elle se drogue, quoi. Bon, je sais pas ce qu'on fait de cette information. Les personnages sont à la fois très chevaleresques, genre non, mais on va pas les laisser comme ça, et en même temps, ils font souvent des actions complètement cons. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur le film parce que j'ai pas passé un mauvais moment. Je me suis pas amusée assez pour que je retienne ce film. Je trouve qu'il a quand même des petits problèmes de rythme quand ils entrent comme ça dans la ville et qu'ils découvrent les trucs. Ça marche pas toujours. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on voit les mêmes actions du point de vue de plusieurs personnages, comme s'il y avait une reprise du récit à chaque fois en fonction de qui le raconte. Et ça, c'est pas mal parce qu'en fait, c'est la protagoniste qui est censée raconter ce qui s'est passé. Donc, dès que c'est des scènes auxquelles elle n'a pas assisté, elle le précise dans son récit et en fait, elle précise que c'est ce qui lui a été rapporté. Parce que c'est souvent un truc que je peux reprocher à des films, genre quelqu'un raconte une histoire, mais il raconte aussi des scènes où il n'est pas là. Là, Carpenter arrive à faire une petite pirouette avec ça et du coup, ça se tient. Mais voilà, c'est tout pour moi. Beaucoup de stars pour pas grand-chose. Voilà, les sourcils d'Ice Cube en guest. Ils sont parfaits. T'as dit le mot en D, Doom. Oui. Je crois que t'allais dire Dario. Non. Pardon, je suis hyper Bientôt. égocentrique, désolé. C'est bientôt ton moment, t'inquiète pas, ça arrive. Tu vas pouvoir cracher dessus. Non. Alors, en effet, John Carpenter, c'est un gamer. On est en 2001. C'est impossible qu'il ait pas torché Doom avant de faire Ghost of Mars. Oui. Doom, pour ceux qui n'ont jamais joué à ce chef-d'œuvre, le premier, je parle bien des deux premiers de 93 et 94, parce qu'en 2001, il n'y a pas Doom 3 qui a révolutionné le jeu vidéo à l'époque. C'est littéralement le scénario de Ghost of Mars. Hein. C'est des archéologues sur une base spatiale qui creusent, qui tombent sur des portails, et ce qui revient du portail, c'est des démons qui contaminent les gens dans la base, et toi, t'as un fusil à pompe, et tu leur casses la gueule. C'est littéralement Ghost of Mars. Juste que dans Ghost of Mars, c'est pas des démons, c'est pas l'enfer qui vient sur Mars, c'est juste une civilisation éteinte. Voilà, fallait pas tomber dans et d'ailleurs, il y a un truc, je repense sur le message du film, c'est genre, donc les humains ont colonisé Mars. De toute évidence, ils ont réveillé les Martiens et les Martiens sont pas très contents d'être colonisés. Mais les personnages sont là, non mais c'est bon, c'est chez nous maintenant, on va leur péter la gueule. Et là, j'ai fait, ouais. C'est un peu un des thèmes du western, ça. C'est dans Rio Bravo, War Hawks. Oui, c'est que là, c'est les Indiens, les Martiens sont les Indiens, quoi. Mais voilà. Les personnages, y compris la protagoniste principale, elle est là, non, mais en gros... ça, c'est le côté, je pense, un peu critique de Carpenter sur l'humanité. Tu vois, oui, bien sûr. C'est des gros connards. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai levé les sourcils aussi, en mode, ah oui, d'accord, ils s'en battent les couilles, quoi. Genre, ils ont juste à partir, en fait. C'est pas grave, tu vois. Oui. Sûr, ils auraient pu parlementer un petit peu, mais non, ils sortent des guns directement. Alors, c'est vrai qu'en face, ils sont un petit peu violents, tu me diras, même s'ils ont l'air de plus s'ambiancer et tout en train de chanter. Enfin, moi, je pense que chez les méchants, il a l'air d'avoir une bonne ambiance. C'est une grosse rave party, ouais. Ah ouais, c'est ça, c'est une rave party avec des béliers au milieu, c'est incroyable. Enfin voilà, je voulais juste revenir sur Doom en speed. J'irais pas jusqu'à dire que c'est la meilleure adaptation de Doom. Tu l'as dit pourtant. Non, celle de 2005 restera toujours dans mon cœur. Moi, j'aime bien le film premier. Doom, hein, en vrai. Ah ouais, j'ai rien on en contre le reparlera, film mais il est bien. Mais si, mais il y a les sourcils de The Rock. Excuse-moi, mais les sourcils de The Rock sont au-dessus des sourcils de Ice-T dans mon cœur. Pourquoi faire un film sur Mars où il y a des sourcils ? Je veux pas avoir des sourcils, moi, je m'en branle. Chacun ses kinks, respecte-les. Dis-nous donc, Dario, ce que toi t'as pensé du film. Toi, tu l'as découvert, il me semble, aussi. Oui, mais je vais pas mal rebondir sur ce qu'a dit Mathieu, parce que moi aussi j'avais évidemment noté ce répondant avec Asso. Et donc moi j'ai découvert le film parce que j'avais choisi de ne pas le regarder. J'avais choisi en fait de rester sur la filmographie de Carpenter qui s'arrête à Los Angeles 2013, qui pour moi est un très bon film, ni clairageux même s'il est kitsch. Chef-d'œuvre. Je pense que c'est peut-être un des genre top 3 Carpenter en vrai, mais on en reparlera peut-être un jour. Oui. J'avais vu il y a quelques années un documentaire qui s'appelle Big John où il y avait le fameux Jean-Baptiste Toré qui parlait de ce film-là. Et je crois que le documentaire a dû être tourné
quasiment en même temps que Ghost of Mars, parce qu'il parle très vite fait de Ghost of Mars à la fin, et bon, il parle pas du film terminé, quoi. Et Torre nous parle de cette scène de fin, en fait, de Los Angeles 2013, qui, bon, je vais pas vous la raconter en détail, parce que je trouve que ça vaut le coup de la vivre, en fait. Pour moi, le dernier plan de Los Angeles 2013, c'est une dinguerie absolue. Ce que ça raconte et ce que ça dit, je trouve que c'est fou. Et pour moi, terminer une filmographie là-dessus, d'un réalisateur en fait qui était vraiment en marge du système, c'était très bien, et je voulais rester sur ce truc-là, surtout que je savais que les 3 derniers films de Carpenter qu'on suivi, c'était pas non plus des chefs-d'œuvre. Donc j'avais choisi d'occulter ces 3 derniers films à Carpenter, que j'ai toujours pas vu The Ward, et l'autre c'est quoi, c'est Vampire, je sais pas quoi là. Vampire c'était avant, mais il a fait un des épisodes de Master of Horror, qui était une série de films anthologiques. Non, Vampire c'est 98, c'est ça. Ouais, c'est avant Ghost of Mars, Vampire. Ouais, bah du coup, ces 3 derniers films, du coup, Vampire, Ghost of Mars et The Ward, j'avais choisi sciemment, en fait, de pas les regarder. Donc, bon, pour Jumpscare, j'ai dû regarder Ghost of Mars, mais je me suis pas infligé les 2 autres. Et du coup, comme l'a dit Mathieu, je trouve que y a vraiment un écho, en fait, avec Asso, qui, pour rappel, hein, Asso, c'est $100 000 de budget de 76, donc j'ai fait des calculs. $100 000 à l'époque, c'est 500 000 aujourd'hui. Ghost of Mars, c'est 28 millions de budget. Donc, Mathieu, quand tu nous parles de budget un peu restreint, 28 millions, ça fait 60 millions aujourd'hui. Hein, c'est quand même plutôt énorme. Et c'est pour ça que je comprends pas vraiment l'esthétique du film, l'esthétique série télé. Comme tu l'as dit, Amélie, il y a vraiment un côté genre épisode de Star Trek. Mais en réalité, même le scénar, en fait, c'est un épisode de Star Trek. Ils ouvrent une porte sur Mars, et puis il y a des trucs qui en sortent, et puis bah faut les buter, et puis voilà quoi. Donc John Carpenter, il peut se défendre après la sortie du film de dire non mais attendez les gars, c'est une série B, c'était évident quoi. Moi j'avoue qu'en regardant le film, j'ai évidemment vu une série B pas ouf, vraiment pas ouf, mais j'ai surtout vu un John Carpenter qui avait pas envie quoi. Parce que quand tu regardes Asso, encore une fois, je suis hyper mauvais en maths, mais bon, c'est quoi? C'est 280 fois moins d'argent dans Asso. Ou peut-être, on vérifiera les calculs, mais, mais c'est beaucoup, beaucoup moins d'argent, mais genre un niveau exceptionnel, puisque c'est que $100 000. Et il y a tellement plus d'idées, en fait, alors qu'en soi, le scénar, c'est quasiment la même chose, quoi. On change juste de décors, en fait, on se fout sur Mars, et puis finalement bah, les décors de Mars c'est juste du carton-pâte pas ouf. Donc en réalité la plus-value d'être sur Mars, je pense pas que les 28 millions de budget soient partis là-dessus. Je me demande si c'est pas parti sur je sais pas, le casting d'Ice Cube, de Jason Statham, le salaire des acteurs a dû piquer pas mal de thunes là-dedans. Je pense que c'est ça, mais le truc aussi c'est que, alors ce que j'ai vu sur internet, c'est que Asso, déjà, Carpenter, il l'a écrit tout seul. Là, il l'a coécrit, Ghost of Mars. Et j'ai également vu, alors je sais pas si vous l'avez vu également, c'est que normalement, Ghost of Mars était censé être genre le 3e épisode des aventures de Snake Plissken, du coup, qui est ce personnage que Carpenter a créé dans New York 97 et dans le fameux Los Angeles 2013. Alors ça, c'est faux. Du coup. Moi, j'avais vu ça sur internet. C'est faux? C'est une rumeur qui circule énormément depuis des années, qui a été débunk par Sandy King Carpenter, sa femme, John Carpenter, et aussi la productrice du film. C'est une idée originale qu'il a eue lui-même. Pour moi, il l'a eu en jouant à Doom, mais ce n'était pas Escape from Earth, le fameux projet tant fantasmé. Clairement des trucs qui peuvent coller à cette théorie dans le film. Tu vois, le personnage d'Ice Cube pourrait bien être un Snake Plissken. Mais en soi, ça n'a pas été pensé comme un Escape 3. Et bah, du coup, dommage, parce que je pense que si ça avait été un Escape 3, Carpenter, déjà, il aurait été plus investi dans le film, il aurait fait beaucoup plus d'efforts. Et le personnage de Snake Plissken à la place de Désolation Williams, d'ailleurs, bon, le surnom vraiment de Edgelord de ouf, en mode non, mais moi, mon surnom, c'est Désolation. Surtout qu'il est gentil, le mec. Et j'ai regardé, il fait la même taille que moi, il fait 1m73. Donc en plus, il est vraiment pas très impressionnant. Et le film, enfin Carpenter le filme pas de manière impressionnante en plus. Donc je trouve ça un peu rigolo. Peut-être que c'est un pied de nez, je sais pas, mais ça aurait été bien plus marquant si par exemple on se rend compte que ce détenu dont on ne connaît pas le nom, il aurait fallu l'occulter un petit peu, c'était Snake Plissken. Ça aurait eu un petit peu plus d'intérêt, et il y aurait eu vraiment un truc de ok, là
c'est le champ du film, quoi. J'arrête ma carrière, on reprend ce personnage que j'ai créé qui est très marquant. Bon, après, on sait très bien que c'est pas le champ du film puisqu'il a fait The Ward et The Ward après. Donc voilà, c'est un film qui malheureusement m'a fait beaucoup de peine, m'a fait mal à mon Carpenter. Je trouve que voilà, c'est une série B comme il peut y en avoir 12 000 qui sont sortis en 2001, alors que Carpenter nous a évidemment habitués à mieux. Et même si Carpenter veut faire une série B, je pense que s'il a envie de le faire, il le ferait quand même bien mieux que ça. J'avoue, je comprends pas en fait. Pour moi, c'est vraiment un échec artistique en fait ce film. Surtout quand on le met dans la filmographie de John Carpenter. C'est intéressant de dire que justement c'est la fin par rapport à Asso qui, comme Mathieu, moi j'ai tendance à partir du principe que c'est son premier film, Asso, son vrai premier film. Donc voilà, il y a un côté, on essaie de boucler la boucle, mais pour moi fallait rester sur Los Angeles 2013. Je pense que, je sais pas, il a perdu, il avait pas envie, et enfin c'est visible pour moi qu'il avait pas envie. On a parlé des décors, hein, bien sûr, Mehdi t'en a parlé, il y en a 4 à peu près. Il y a genre 3... C'est-à-dire qu'il y a 3 angles de caméra à l'extérieur, 2-3 angles de caméra à l'intérieur du train, mais en soi c'est un couloir. Donc tout fait toc, et puis tout fait cheap, alors qu'encore une fois c'est 28 millions de dollars, quoi. Je comprends pas. C'est échec commercial du coup, parce qu'il a rapporté 14 millions de dollars, mérité pour moi. Échec critique parce que c'est mauvais, quoi. Désolé John, je t'aime, mais je pense que je vais repartir du principe que Los Angeles 2013 c'est son dernier film, je pense. J'ai peut-être un élément à rajouter à ta critique qui te donne un peu raison. C'est dire si je fais un effort là. Belle abnégation. Dans les trucs que je cherchais autour du film, dans le commentaire audio, dans le making of, ou dans les anecdotes qui traînent, ou les textes et les interviews surtout, c'est là où il ouvre un peu sa gueule, Carpenter, où il assume lui-même que c'est la plus grosse merde qu'il ait fait. Il a dit un truc très révélateur. C'est que concernant le personnage principal joué par Natasha Henstridge, il a dit que il l'a pas assez bien dirigé, il l'a pas assez longtemps dirigé, parce que diriger un comédien ou une comédienne, ça met du temps, c'est une relation qui s'installe avec un comédien. Certains réalisateurs aiment pas trop ça, d'autres passent beaucoup de temps avec les comédiens sur un plateau. Et en fait, lui, il s'en veut maintenant, avec le recul, de pas avoir passé plus de temps avec elle pour préparer ses séquences, parce qu'il avait envie de rentrer chez lui mater le basket. Donc il abrégeait les journées de tournage pour rentrer chez lui et faire ce que John Carpenter sait faire de mieux, c'est-à-dire rien foutre sur son canapé. Ce qui est très John Carpenterien dans l'âme. Je pense qu'on était déjà dans le néo John Carpenter, celui qu'on n'a plus rien à foutre. Et c'est quelque chose qui était là depuis des années en fait, et là ça y est, c'est le film où il y en a plus rien à foutre. Mais j'y ai pensé aussi à ce truc-là, parce que quand tu regardes un petit peu sa filmographie dans les années 90, Carpenter, il a enfin été adoubé par une large partie de la critique à partir de L'Antre de la Folie, parce que c'était un film méta, tout ça, ça plaisait bien. Et à partir de ce moment-là, j'ai l'impression qu'il s'est dit, bon ok, je vais pouvoir enfin faire des films qui vont être appréciés, je vais pouvoir enfin faire en sorte qu'on arrête de me chier dessus alors que je me démène en fait pour faire des bons films. Et ce qu'on lui a proposé par la suite, c'est de faire un remake de son film qui avait le mieux marché au box-office, c'est-à-dire New York 1997. Et comme t'as dit Dario, Los Angeles 2013 c'est un très bon film, sauf qu'à l'époque il s'est fait massacrer littéralement par tout le monde. Et c'est un film qui était totalement incompris à l'époque, même si aujourd'hui, et moi le premier, je pense que c'est vraiment un des films majeurs de Carpenter. Plus on le revoit en fait, et plus on lui trouve des qualités. Et je pense que cet échec, et ajouter à ça des soucis de santé, ont fait que après l'échec cuisant de Los Angeles 2013, film qu'il ne voulait pas faire à la base, il voulait faire quelque chose de nouveau, ça a fait qu'il y a quelque chose en fait qui s'est cassé, quoi, parce que j'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là où il s'est dit bon bah si je dois continuer à faire des films, je vais arrêter de me prendre la tête. Et c'est pour ça qu'après il fait, alors je sais plus si Le Village des damnés c'est avant ou après, mais il fait des films qui sont ok tiers entre guillemets. Le Vampire, voilà, c'est une série B qui est très efficace, mais c'est pas non plus un de ses meilleurs films. Et le film a mieux marché, je crois, que Los Angeles 2013. Donc ici, bon voilà, je vais faire de la série B bourrine avec des personnages bourrins qui tirent dans tous les sens, et puis ça suffit, quoi. Sauf que non, en 2001, faire des films comme ça suffisait plus. Et après, bon, c'est ce qui a fait que Carpenter s'est petit à petit retiré du ciné pour rester sur son canapé à jouer à des jeux vidéo et à regarder le basket, quoi. Sachant que, faut pas oublier un truc, c'est qu'à cette époque, John Carpenter, il doit manger. Tous ses films, ils ont floppé.
C'est loin d'être un réalisateur riche, et ça se voit même à la baraque qu'il a encore actuellement, qui est loin d'être une grande baraque. C'est pas un mec qui pouvait se permettre de dire j'arrête ma carrière, j'ai fait mes bons films, même s'ils ont floppé, je me casse. Donc je pense qu'il a aussi fait ces films-là par intérêt financier. C'est là où il a rencontré sa femme d'ailleurs, qui est sa productrice. C'est là où ça a commencé, je pense, à faire ce genre de projet. Et je pense aussi qu'il y a un intérêt pécunier là-dedans. Pour survivre, tout simplement, fallait qu'il bosse. Ouais, et puis à l'époque, je me rappelle, il était venu en France faire la promo du film, quoi. Il était venu sur le plateau de Canal+, Nulle part ailleurs, le Grand Journal, je sais plus, enfin bref. Et en face, t'avais Philippe Vecchi et Alexandre Devoise qui lui posaient des questions, mais nul à chier, quoi. Je me disais, putain, mais le pauvre, le mec est obligé de venir, en fait, pour se farcir des questions débiles, et tout ça pour qu'au final, en fait, personne ne se déplace pour voir son film, quoi. Enfin, tu m'étonnes qu'après, il a les boules et il ira chez lui, quoi. Bah bien sûr. En tout cas, merci Dario pour cet abattage en règle. Ça me fait mal, hein. Je le fais pas par plaisir. On le sent, on sent que c'est personnel. Ça va être l'instant où je vais devoir gravir la colline que je teasais un peu partout, sachant que je sais que je serai épaulé par Mylène après mon avis en enregistrement audio qu'elle fait d'une plage je ne sais où. Je trouve que vous êtes très dur, je trouve que vous êtes odieux, je trouve que vous n'aimez pas le cinéma. Et je trouve que la lumière vous a quitté. Je sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, je sais pas ce qui. Elle a quitté le film aussi parce que. Oui. Et le réalisateur aussi. Hein. J'aime bien. J'ai vu le film à plusieurs reprises de ma vie. La première, c'était quand j'avais 10-11 ans. Quand t'as 10-11 ans, c'est le film le plus cool du monde pour plein de raisons. Ça tabasse, ça tire dans tous les côtés. Il y a des zombies. C'est vraiment le film de cours de récré ultime, quoi, avec tes potes. Tu cours partout, tu t'éclates. Après, je suis devenu un putain de cinéphile edgy de merde dans mon adolescence, et j'ai trouvé que c'était de la merde. J'ai découvert les autres films de John Carpenter, The Thing, Halloween, je me suis dit putain mais en fait il est bon le gars. Et quand tu vois Ghost of Mars, dans cette période-là, tu te dis ouais c'est de la merde comparé à ce qu'il a fait. Attends, c'est le premier Carpenter que t'as vu du coup ? Ouais. Alors oui, pour une raison. Oui, non, remettons le contexte. C'était aussi celui qui était le plus accessible à l'époque, en 2001-2002, quand il y avait encore des vidéoclubs, parce que c'était une grosse sortie. Le film a bien tourné en vidéoclub, et les autres étaient pas disponibles encore en DVD ou VHS. Enfin, c'était encore des vieilles VHS. Le DVD, tu le trouvais dans tous les bacs à soldes. Ouais, c'est ça. En fait, tu pouvais pas échapper à Ghost of Mars. J'ai un souvenir de voir cette VHS de merde partout. Et sa jaquette rouge, là, avec son putain de zombie de profil, elle était vraiment inévitable, pour le coup. Alors que le Halloween, The Thing, fallait les trouver au bon endroit, au bon vidéoclub. Et c'était l'époque des vidéos futures qui commençaient lentement à s'implanter et à prendre le pas sur les vidéoclubs de quartier, il me semble. Et les vidéos futures sont pas réputées pour avoir une sélection horrifique très très bonne. Donc les classiques... De la merde. Voilà. Merci avec le gérant de vidéoclub du groupe. Tout ça pour dire que je vois le film quand je suis jeune, je l'adore, je le vois un peu plus vieux, je déteste. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai passé ma phase de cinéphile edgy de merde, et c'est à nouveau le film le plus cool du monde, je trouve. Voilà. Je sais que je vais à contre-courant, je sais que je ne suis pas seul, je l'ai bien vu sur les réseaux, nous existons, nous sommes légion même, mais je trouve que Ghost of Mars est un pur laboratoire filmique où John Carpenter expérimente plein de choses, parce que le mec, il est en roue libre, il a fini sa carrière, il le sait très bien, il sait qu'il en aura le cul, que c'est peut-être son dernier film, et il se dit, j'ai un peu de thunes, tu m'en bats les couilles. Et donc, sur le plan narratif... il envoie chier toutes les règles établies. C'est-à-dire qu'il y a des flashbacks dans des flashbacks, déjà, ce qui n'est pas censé avoir de sens. Il va rajouter en plus au visuel du film des fondus enchaînés dans les mêmes plans. Des fois, quand c'est juste un personnage qui fait 3 pas, chaque pas c'est un fondu enchaîné, tu sais pas pourquoi. Plan suivant, il y a une transition en volée sans raison. Enfin, il enchaîne plein de dingueries comme ça. Il te ruine l'espace-temps du film, en fait tu sais pas trop ce qui se passe. C'est un vrai cauchemar, le truc, c'est un vrai rêve, ça donne un aspect très irréel, et il envoie chier tout en fait, et c'est ça qui est magnifique je trouve. Alors, c'est imparfait, faut être honnête, hein. Je trouve le film très mal joué, mais du coup, c'est aussi expliqué par cette anecdote que j'ai dit tout à l'heure, dans le sens où il y en avait rien à foutre du... Ça aurait pas sauvé le film, hein. Je pense pas. Non voilà, c'est pas du bon jeu d'acteur qui aurait pu sauver le film, mais il y a un truc très étrange et qui renforce ce côté rêve, c'est que un coup, c'est sous-joué. Comme par exemple, à un moment, on doit évacuer une meuf morte, et Natasha Henry, j'ai fait « Oui, d'accord, pas de soucis, super. » Elle s'en bat les couilles. Alors qu'elle vient la moitié de tuer quelqu'un, et juste avant, par exemple, au début du film, quand il découvre encore les cadavres accrochés au plafond, il y a Cléa Duval, son personnage a un peu peur, et elle reste un peu figée, et Pam Grier la voit, se retourne, et
et lui crie à la gueule d'un coup. Il n'y a pas de transition, c'est pas Oui, genre ça va? Oui, elle lui Elle dit fait va genre- faire ça, et elle recrie juste après, genre va faire ça, juste genre avec une seconde C'est ça, d'écart. genre elle l'appelle par son prénom d'un coup, genre Bachira d'un coup, tu te dis mais ça va pas, enfin ils parlent tous de manière irréaliste et personne ne joue dans le bon ton. Du coup t'as une sorte de mélange de jeu d'acteurs incohérent avec au milieu Ice Cube et ses sourcils comme tu l'as dit Amélie qui tentent d'être un peu badass mais ça lui va pas en fait. Il est trop propre, il est trop mal habillé, c'est pas Et il fait 1m73, hein, Il est trop petit surtout. et ça se voit, Eh oui. parce que la bonne idée quand t'as un mec petit, c'est de le filmer à la hauteur de ses yeux, comme ça il paraît en fait tout à fait égal à toi. Bah non, là la caméra elle est à 2 mètres de haut parce que tout le monde est beaucoup plus grand que lui. Du coup t'as ce petit nain, désolation Williams, qui est pas content et qui est en mode je vais te tuer tout le temps. Alors attention, 1m73, c'est pas non plus un. Et Calme-toi, surtout pardon. que on passe notre temps, enfin le film passe son temps à te dire que ce mec il est enfermé en haute sécurité parce qu'il est giga dangereux et tout, mais il fait absolument rien de dangereux. Enfin je veux dire Il est trop gentil. il est super sympa. Puis il est enfermé en haute sécurité, c'est juste une cellule où il est tout seul, quoi. C'est même pas. Mais oui, y a pas de sécu. Il est tout seul. Moi, ça me fait mourir de rire. Franchement, au premier degré, je me marre. Sachant qu'à côté, toujours sur le plan narratif, on éclate le 4e mur sans arrêt. C'est-à-dire que déjà, le plan final, Ice Cube regarde la caméra, tu vois, en mode « je suis cool ou pas ?» tu vois. Au milieu du film, non. après 45 minutes de technique d'élastique où on n'a toujours pas compris que ça va être un gros film d'action, que c'est encore un film un peu de suspense, Ice Cube, là juste... Bon, on va faire ce qu'on aura dû faire dès le début, mais premier degré, il dit ça, il charge ses guns, et d'un coup, le film craque son slip, tout le monde a des grenades, ça pète, il y a des putains de frisbees qui coupent des têtes, ça court dans tous les sens, et là, c'est Uwe Ball. En effet, c'est Uwe Ball avant l'heure. C'est des grenades avec des boîtes de conserve. Mais oui, ça n'a pas de Ils ont sens. juste les détonateurs. Donc je comprends Mais pas oui. ce qui explose en fait. Et donc, narrativement, c'est fou, et ça donne vraiment un côté lunaire au film, et moi, j'adore ça. C'est une série B totalement conne, mais ça m'enjaille de voir ce truc qui n'a ni queue ni tête, mené par un Carpenter qui lui aussi en a ras le cul et qui fait le strict minimum en horaire pour pouvoir rentrer chez lui jouer aux jeux vidéo, et qui du coup laisse à tous ses comédiens et à toute son équipe le devoir de faire un truc qui tient la route, et tout le monde a abandonné, je pense, à la 2e séquence, vraiment, tu vois, dès le 2e flashback dans un flashback. Il tombe sur, tu sais, il y a un mec qui est infecté qui est dans une voiture qui leur fait des grands signes en leur disant de pas ouvrir la porte. Et la personnage dit littéralement, il vient de nous dire qu'il était infecté, enfin, il vient de nous dire de surtout pas ouvrir la porte, sortez-le immédiatement de là. Et genre, Mais oui, dans une c'est seule ça. scène, tu vois. Et c'est Jason Statham, le mec dégueulasse, qui dit attendez, parce que là, le mec est mort, donc ça sert à quoi d'ouvrir la porte, de courir un risque, alors que c'est le gars insupportable pendant tout le film. Mais oui, ce qui me passionne à côté, c'est que tous ces personnages, parce qu'il y en a beaucoup dans ce film, il y a vraiment 20 protagonistes à un moment qui sont tous ensemble, se font tous éjecter de manière un peu presque méchante, en mode on se souvient qu'ils sont là, ah ouais, bah c'est bon, ils sont plus là. Notamment Cléa Duval qui se mange un frisbee dans la gueule et qui disparaît du film. Tu l'as dit Mathieu, il y a aussi une scientifique qui se mange un fantôme dans la gueule et qui se fait infecter. Faut le voir, c'est vraiment le plan de l'ennui. D'un coup, elle réagit même pas, elle est en mode ah oui, tiens. Et hop, plus du tout. Et son personnage, tu vois ce qu'il advient, elle est juste allongée par terre en train d'agoniser sur un plan large où tu vois le train qui démarre. Vraiment, si tu fais pas attention à ce micro-détail, tu sais pas ce qu'il advient de ce perso, quoi. C'est surtout que c'est un personnage assez important dans l'histoire aussi, tu vois, c'est comme des personnages fonction parce qu'elle a le lore, c'est elle qui dit ce qui se passe, etc. Statham, bah c'est le lead, quoi qu'on dise, même si du coup c'est devancé par Ice Cube. Il y a plein de protagonistes comme ça, et tu te rends compte au milieu du film, quand ils commencent à tous disparaître un peu de manière nonchalante, c'est ça le mot que je cherchais, que Carpenter joue littéralement avec ses figurines. Il est avec ses petits jouets par terre, il y a du sable et piou 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 piou, voilà. Et je vois ce film comme une sorte d'adieu en mode vous m'avez cassé les couilles, je fais ça et je me casse. Et ça me fait plaisir parce qu'il se fait plaisir. Et c'est rare de voir un film aussi taré, aussi... je sais pas, c'est un cauchemar fiévreux en fait, ça devrait pas exister. Il devrait y avoir un producteur derrière qui dit attends mais ça a pas de sens ce que tu fais là John. Et lui il se retourne et il fait mais je m'en bats les couilles. T'as signé le chèque. T'as signé le chèque, c'est moi qui ai la caméra, viens la chercher, passe-moi dessus, je fais ce que je veux. Et je trouve ça incroyable, vraiment. En plus, c'est d'une générosité monstrueuse. C'est-à-dire que dès que le film craque son slip, c'est une séquence d'action de 45 minutes. J'entends, il y a une question de goût, c'est subjectif, mais c'est tellement généreux et ça assume tellement le concept jusqu'au bout du délire que oui, moi, je prends. C'est un baroud d'honneur sous forme de film ultra con, mais ultra généreux et surtout ultra pulp, parce que ça s'inspire vraiment
de vieux westerns, de vieux films de SF, de ce qu'a inspiré Carpenter, et là aussi du coup ça boucle un peu une sorte de boucle dans sa carrière. Il rend une sorte d'hommage hyper bourrin à ce qu'il aime, et il se casse en légende, et je trouve ça fabuleux. Voilà, moi c'est mon avis. Je sais que je suis seul contre vous ce soir, mais... Non, mais enfin, j'entends tout ce que tu dis, et encore une fois, c'est un film que j'aime, parce que de fait, tout ce qui est taré, tout ce qui est un peu pulp et tout, enfin, c'est quelque chose que je kiffe, mais le fait de le voir rendre hommage à tout un genre qu'il adore, et que paradoxalement, il n'a jamais abordé frontalement dans sa filmographie, donc encore une fois, le western, le voir rendre hommage à ça sur la planète Mars, avec des figurants qui sont catapultés par des trampolines et un gore extrêmement timide et des acteurs qui sont mal dirigés et lui-même qui se fout un petit peu de ce qu'il filme derrière sa caméra, qui tente des trucs mais à chaque fois c'est à côté et pas une note de synthé ou quasiment pas, et que il revisite son premier film entre guillemets qui est encore une fois Assaut, avec là encore en fait une histoire de comme je disais tout à l'heure, de siège et de fantômes qui attaquent les personnages principaux, sauf que dans Assaut, enfin les méchants à l'extérieur, les bandits étaient filmés comme des ombres, comme des fantômes. Là on a des fantômes pour de vrai, mais je trouve les méchants de Assaut infiniment plus angoissants, plus menaçants, alors qu'on les voit à peine que la bande de punk à chiens là qui sont catapultés par des trampolines là toutes les 30 secondes et qui sortent d'un mauvais Mad Max quoi. Enfin c'est ça, c'est les figurants rejetés de Mad Max 3, tu vois. C'est ça. Moi je suis d'accord avec toi Romain qu'il y a un move de punk de fou. Après Carpenter ça a toujours été un peu un punk et tout. Il y a un move de punk de faire ce film en mode je sais que c'est à chier, j'ai pas envie de le faire et moi je rentre, je regarde le basket. Mais pour moi le vrai move qui était stylé, c'était le move de punk à la fin de Los Angeles 2013, tu vois, genre c'est move punk et artistique par excellence. C'est le plan, c'est la cohérence ultime, je pense, dans tout ça. C'est ça. C'est l'un des plus gâché, gros. Quoi. C'est l'un des plus gros doigts d'honneur jamais fait à Hollywood, quoi. Le film est un gigantesque doigt d'honneur, mais les 2 dernières minutes, elles sont phénoménales. Et là, c'est vraiment gâché, je trouve, l'héritage de Los Angeles 2013 et de la carrière de Carpenter que de faire ce film, quoi. Et il le gâche vraiment plus tard, t'inquiète pas. Là, c'est encore sympa à comparer à ce qu'il a fait après. Parce que son épisode de Master of Horror, il est pas très bon. Et The Ward, je sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas si vous l'avez su. Moi, non. Je l'ai vu qu'une fois et je me suis dit non, je veux plus jamais le revoir. Faudrait peut-être que je leur donne sa chance quand même, tu vois, histoire de pas rester sur une mauvaise impression. Le seul truc que j'ai noté quand je l'ai revu, je crois que c'était il y a même pas un an, c'est qu'il y a une jeune Sydney Sweeney dedans, qui apparaît, qui est devenue une turbostar depuis. C'est le seul moment où j'ai levé les sourcils et je me suis dit ah tiens, voilà, c'est tout. Sinon c'est vraiment là je pense aussi que c'est un film qu'il a fait pour manger, histoire de, tu vois, pour pouvoir arrondir la fin de mois, comme d'ailleurs tous ses projets maintenant c'est pour arrondir la fin de mois. La musique des derniers Halloween, il le dit lui-même par exemple, on vient le voir. On va faire un nouveau Halloween, t'es chaud? Non, mais je veux pas faire la musique. Il tend le bras, il y a un chèque qui apparaît, voilà. Comme ça, il fait ses 3 notes habituelles, il est content. Après, il s'est donné, je trouve, sur la musique des dernières Halloween. Ouais, parce qu'il il a un don pour la musique avec son fils et son neveu aussi, qui est différent. Là-dessus, c'est un génie. Et je pense qu'il s'est toujours éclaté plus sur la musique qu'au cinéma. Sa musique a toujours été saluée, son cinéma moins, pour le coup. Donc déjà, en tant qu'artiste, je pense qu'il s'est plus senti valorisé. Et au final, c'est aussi plus facile à produire de la musique qu'un film, c'est moins compliqué, il y a moins d'enjeux financiers, donc je pense qu'il s'éclate plus. D'une manière générale, c'est vraiment la musique qui aujourd'hui l'intéresse plus, parce que je sais qu'il a été contacté par plusieurs festivals dont je ne donnerai pas les noms, et quand on lui disait que c'était pour ses films, il disait voilà. Mais par contre, si c'était pour de la musique, là il venait quoi. C'est ça, et c'est pour ça que la dernière fois qu'il est venu en France, c'était pour un ciné-concert, au final, pour la sortie de ses vinyles, etc. Et c'est une des rares fois où tu le vois un peu heureux sur scène, quoi. Alors, John Carpenter heureux, c'est-à-dire que il bouge un peu. Il a un sourire en coin. Il a la moustache qui frétille. Ce petit filou au meet and greet souriait quand même, comme quoi il peut sourire, que sur les photos avec les meufs. Je tiens à le souligner, tu vois, c'est l'anecdote. Sauf quand Sandy King, sa femme, était pas loin, où là il reprenait son rôle de John Carpenter, cette animatronique qui ne bouge pas, qui est assise, tu prends ta photo avec et tu te casses. Enfin voilà, moi je trouve que Ghost of Mars c'est un bis totalement fun, hyper décomplexé, et le film Beer Pizza parfait. Je sais qu'on n'est pas d'accord, mais je tenais à le souligner, mais je sais que Mylène est d'accord avec moi, on va écouter son message tout de suite, sachant qu'on n'a pas écouté son message avant l'enregistrement, peut-être qu'elle va chier sur le film et que j'ai l'air d'un con actuellement.
Hello les Jumpscaros, ici Mylène, votre envoyée spéciale en direct de la plage d'Argelès-sur-Mer, d'où mon son un peu pourri et aussi le fait que j'ai ramené mon ancien micro parce qu'ici on est un petit peu nostalgique de mon ancien micro pourri, hashtag un micro pour Mylène. Je ne suis pas là pour l'épisode de Ghost of Mars, je suis partie en vacances à l'instant où j'enregistre. Je ne suis pas là pour l'épisode spécial Ghost of Mars et je suis très déçue parce que j'adore ce film. À l'instant où j'enregistre, Romain attend ma piste audio et pense que je vais lui faire une grosse lorogorée pour dire à quel point j'aime Ghost of Mars. Désolé Romain, désolé l'équipe, je suis en vacances, j'ai pris une insolation, bu beaucoup trop de sangria et cramé mes neurones et je n'ai pas grand chose à dire. À part que Ghost of Mars, c'est de la balle, c'est trop cool, c'est kitsch, comme on aime. C'est un film à regarder en film doudou les soirs de pluie et que la BO défonce. La BO, c'est un peu une petite pépite qui regroupe les meilleurs guitaristes dans tout ce qui est rock, métal. Voilà, j'aime beaucoup cette BO. Elle est sortie il y a très très peu de temps en vinyle dans une édition un peu limitée, colorée, qui est très très chouette. Et si vous aimez cette BO, je vous conseille de la prendre en vinyle. Sinon, j'aurais encore une fois, pas grand chose à vous dire, à part profitez bien, prenez pas d'insolation et n'abusez pas de la sangria. Voilà, bon épisode, je suis sûre que l'équipe des Jumpscaros sera bien plus intéressante que moi sur cet épisode. Et juste, désolé Romain, en fait, je t'ai pas du tout envoyé l'audio promis, je suis désolée. Je suis une mauvaise Jumpscaros et je suis pas très impliquée. Allez, des bisous, vous me manquez déjà. Merci Mylène pour cet avis. Du coup, on enregistre, on n'a pas ton avis, donc peut-être que tu nous as chié à la gueule et là on te remercie. Mais elle nous annonce qu'elle démissionne, elle dit salut les nulos, je me casse, je suis en vacances, je suis à la plage, je reviens jamais. Elle fait un truc à la Los Angeles 2013 justement, tu vois, genre elle est à la lumière, en mode allez je me casse. Merci en tout cas d'avoir voulu défendre le film. On note bien que Lily, elle, n'a pas voulu. Lily, on lui a proposé quand même de voir le film et de faire un truc. Elle a vraiment dit ouais non, et elle est partie. Mais on le reverra la semaine prochaine. Surtout que je sais que Lily, elle a un avis assez cool sur Carpenter de manière générale, donc j'espère qu'on l'aura sur un épisode d'un de ses films bientôt. On refera du Carpenter, je pense, à un moment. De toute façon, faut qu'on parle de Fog, hein, on le tease depuis le début. Un bon film, enfin. Faut qu'on se batte avec Mylène. Je voudrais faire The Thing aussi, mais je sais que The Fog, on est attendu dessus pour le fameux débat. Là, c'est l'échauffement comparé à ce qui va se passer. Il y aura zéro débat. Ah mais mec, moi The Fog, je le regarde, j'admets ses qualités, mais qu'est-ce que c'est chiant. Je suis désolé. Je suis désolé, le film me regarde, c'est pas l'inverse. Gardez vos balles pour plus tard. Gardons nos balles, désolé. Désolé aux fans de The Fog, qui sont toujours dans mes mentions un petit peu véhéments dès qu'on parle du film. On fera cet épisode un jour. Je propose qu'on termine avec l'avis des auditeurs, qui a été un peu compliqué, il y a vraiment du pour et contre, donc j'ai dosé un petit peu. On va commencer avec Fucking Cinéphile qui nous a dit « Bisserie gentiment logée entre le western rital, l'actionneur débridé et l'ASF kitschouille, ou quand un Big John en charentaise se paye un kiff sur Mars, adapte officieusement Doom tout en lâchant un glavio baveux sur la politique colonisatrice des US. Inégal oui, mais vraiment fun. » On va continuer avec Benjamin Brillo, nota bene, lui-même. Qui revient encore une fois. Putain. Ouais, toujours là, mais il nous suit pas, hein. Mais il est toujours là. Ice Cube plus 2 Uzi égale oui. Moi, je suis d'accord. 100%. Moi, je trouve que son frère, là, qui meurt de manière totalement anecdotique et dont on reparle plus jamais, c'est un personnage qui est plus travaillé que Ice Cube. J'ai préféré Uno, du coup. D'ailleurs, ça m'a bien fait rire quand il a dit « Ça, c'est mes potes. Uno, dos et tres ». Je trouvais que ça, c'était un peu marrant. C'est la meilleure vanne du film avec le coup du pouce. Tu le vois venir, mais c'est très drôle et c'est très bien joué, je trouve. On va continuer avec Jeanne Marchéala, qui nous a dit « Ice Cube est un meilleur Snake Plissken que Kurt Russell ». Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Non, arrêtez, ça suffit. Alors, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Ne prenez pas de MDMA, les jeunes. Commandeur Guigui nous a écrit « J'adore ce film, voilà, c'est tout, rien à redire. » Et je retourne écouter le CD de la BO du film qui est dans l'édition collector. Sorti il y a plus de 29 ans et fac au facho. Pourquoi pas ? Oui, alors en effet, il y a une édition collector monstrueuse sortie à l'époque. Un énorme coffret DVD qui est beaucoup trop luxueux pour ce film. Même moi, je l'aime, je l'ai vu en physique, ce coffret, et c'est assez fou.
l'époque où on sortait un DVD collector pour tous les films qui sortaient, c'était vraiment le feu. Sachant que le film est toujours très dur à trouver en Blu-ray maintenant. Il a été réédité, il me semble, récemment en Angleterre, mais en France, c'est un peu du Bitcoin. Même en streaming et en VOD, c'est super dur. Enfin, genre, il est de manière légale, je crois il est introuvable. Tu as le DVD de la collection Science-Fiction, qui était une collection Hachette, marchand de journaux tous les 15 jours, qui a envahi tous les marchands de journaux et les presses, qui est Des très qualités d'image facilement trouvable. déplorables. Ah bah écoute, Ghost of Mars, ça passe. Ghost of Il y a Mars, une en bonne fait, ça allait parce que le film était récent, quoi. Mais t'avais des. Moi, je me rappelle m'être jeté sur le DVD de Halloween à l'époque et c'était limite un rip VHS. Enfin, c'était épouvantable. Et surtout, c'est pire sur Halloween 2, 3 et 4. Là, c'est l'enfer. Lord Sear, dommage, ça aurait pu être fun comme son génial Los Angeles 2013. Oui. Finalement, c'est juste moyen. Bande-son sans nuance, un Marilyn Manson sous stéroïdes et un Ice Cube en total roue libre semblant jouer dans un tout autre film. C'est pas mal filmé, mais insuffisant pour Big John. Moi, je trouve que la BO, elle est pas ouf en vrai. Hein. Je t'avais dit, Romain, le film, il y a une super BO et tout. Tu l'as écouté en isolé ? Non, j'avoue que c'est vrai qu'elle est pas mal noyée dans le film, j'imagine, mais Sur le coup des explosions, c'est compliqué. C'est ce que t'as dit, Mathieu, c'est que tu ressors pas avec un thème en particulier, genre. Non, mais après, tu vois, à titre personnel, je l'ai jamais écouté correctement de manière isolée. Et je suis resté sur mon impression de voilà, c'est noyé dans le fond, j'ai rien retenu de ce truc-là. Et de toute façon, Carpenter, c'est pas Ghost of Mars qui joue quand il fait des concerts, il joue quasiment toutes les musiques de ses films, mais Ghost of Mars, il passe à la trappe systématiquement, quoi. Donc pour moi, c'était acté que c'était pas une bonne méo, quoi. Mais après, voilà, je peux. Et pourtant, elle est bien. Il y a 2-3 thèmes très sympas qu'on distingue très peu dans le film. Il y a des musiques qui ne sont même pas utilisées dans le film d'ailleurs dedans, je crois. Sachant qu'il y a un thème qui a été honteusement plagié par un certain Robert Rodriguez pour Planète Terreur. 3 petites notes de guitare qui sont dans Ghost of Mars, qu'il a bien repris et bien remixé et samplé pour Planète Terreur, où il a fait la soundtrack aussi, Robert Rodriguez. Il s'est dit, de toute façon, personne n'a entendu la musique dans le film, donc je peux l'avouer. Je peux la prendre tranquille. Mais non, il y a 2-3 sons très sympas. Franchement, si vous pouvez vous la faire en isolé, n'hésitez pas, c'est plus sympa sans les cris du mec, du gros zombie. Mais c'est pas des zombies, hein. On n'arrête pas de dire des zombies, mais c'est des fantômes. C'est juste parce que leur langue, c'est... Il a pas vraiment fait d'effort non plus là-dessus, ça me fait un peu rire. C'est vrai que ça manquait d'un linguiste. Morbol Mello nous a envoyé souvenir d'une bisserie plutôt bien chiadée, comme une perle avec un Ice Cube qui fait du Ice Cube, et un tas d'acteurs à gueule qui viennent s'éclater, dont un tout jeune Jason Statham. Maintenant, niveau horreur, on est loin de The Thing ou Halloween. Oui, mais c'était pas vraiment l'idée, je pense, de faire The Thing ou Halloween avec ce film. Renato nous a écrit, vu à l'époque en DivX, peut-être pas la meilleure manière, moi je dirais que oui, mais j'avais été très déçu et m'étais plutôt ennuyé. Mention spéciale pour un Ice Cube au summum du ridicule avec sa caricature d'un Snake Plissken version Wish. Par contre, j'ai bien aimé les maquillages des créatures. Ça, on en a pas beaucoup parlé, mais il y a quand même 2-3 make-up sympas dans le lot, je trouve. Ouais, c'est KNB derrière, donc bon, on peut difficilement espérer mieux, entre guillemets. Après, je suis pas d'accord. Je trouve quand même que dans les designs des figurants de Mad Max là, c'est vrai qu'ils s'habillent avec des morceaux de corps et tout. Je trouve quand même que c'est plutôt une bonne idée. C'est très caricatural, mais ça va bien avec le reste du film, quoi. Bah, ça va dans l'esprit. Oui, c'est ça. Ça fait un peu genre les cannibales dans le film. Attention, chef-d'œuvre, je sais pas si vous l'avez vu. C'est la fin, This is the End, avec James Franco, Seth Rogen, tout ça. Ça fait un peu les cannibales dans ce film-là, ils ont un peu un look un peu ridicule comme ça. Ça m'a un peu fait penser à ça, avec Channing Tatum en gimp. Vous l'avez vu celui-là, Amélie Mathieu ? Je l'ai vu, je l'ai oublié. En vrai, on pourrait le faire dans Jumpscare, il y a une scène d'exorcisme. Hein. Mais c'est totalement un film jumpscarisable, pour le coup. C'est à moitié un film d'horreur. C'est une comédie, mais c'est très inspiré, pour le coup. On va continuer avec Clem Stup, découvert dans la collection DVD science-fiction, vous savez, chez votre marchand de journaux. La meilleure adaptation de Doom à l'écran. 20 ans après, j'attends toujours sa réhabilitation et une suite. La suite, ça va être un peu compliqué. La réhabilitation aussi, hein, je suis désolé. Non. Là, on peut... La suite, si vraiment il veut la faire, il la fera en comics, puisque Carpenter et sa femme gèrent une boîte de comics aussi maintenant, qui font des comics horrifiques et de science-fiction. Ce serait le truc parfait pour eux, pour le coup.
et ça nécessite un peu moins de budget aussi, parce que vu la suite annoncée, vu ce qu'ils teasent, c'est un peu, je pense, hors budget. Benda Forest, le ratage qui n'aurait pas dû en être un, et qui pourtant est total. Dans l'ordre, j'avais pardonné à Carpenter ses Starman et autres hommes invisibles, et je m'attendais au pire à un plaisir coupable à la Los Angeles 2013, mais non, à moins de kiffer Uwe Boll, on nage en plein dans le désastre. Ah, donc je suis pas le seul à avoir fait le lien, quoi. C'est ça, t'avais pré-shot. Par contre, Los Angeles 2013, revois-le, c'est pas un plaisir coupable. Hein. Ah oui, non. Bon, déjà, est-ce qu'on peut parler de l'expression plaisir coupable, s'il vous plaît? Je t'en prie, si t'as des choses à dire, vas-y. Non, mais ça n'existe pas. Enfin, ça un veut plaisir, dire c'est un rien plaisir. dire, quoi. Oui, voilà. C'est... Dans un film, tu le kiffes, bah c'est pas coupable. Bon, alors si tu prends trop de plaisir devant certains films, je peux comprendre. Bon, tu mates Man Behind the Sun et tu es vraiment en train de rigoler devant. Bon, là... Bah, au bout de la troisième fois, quand même, c'est un peu marrant, quoi. Non, pas toi, Mathieu. Non, voilà. Tu regardes Goodbye Oncle Tom en te marrant, en prenant vraiment un plaisir, un vrai plaisir premier degré. Là, non. Là, t'es pas bien. Voilà, là, c'est un vrai plaisir coupable, selon moi. Mais sinon, le terme plaisir coupable est un peu employé à tort et à travers pour n'importe quel film un peu bis ou série B un peu fun ou je sais pas, toi, c'est comme le mot nanar qui est utilisé n'importe comment. Ouais, j'étais en train d'y penser, ouais. Il y a pas de plaisir coupable, hein. Il y a que des plaisirs assumés ici. Toxicity nous a écrit, gros fan de Carpenter, mais j'ai failli sortir de la salle avec son Manson de Wish et les Uzi chromés et le JPEG du tunnel. C'était trop pour moi. Le faux pas de Carpenter, mais bon, pas grave, il y a tellement de trucs dingues dans sa filmo. J'aime bien Vampire, pas tapé. Non, mais c'est très bien, Vampire. Là, pour le coup, c'est une bonne série B qui réussit du début à la fin, où il gère correctement son budget, où les acteurs ils sont bien employés, où ça saigne, où c'est efficace, tu vois pas le temps passer, c'est très bonne série B, quoi. Tu veux le truc honteux, j'ai pas vu Vampire. Ah ouais, j'ai pas vu Vampire, mais j'ai vu les suites. oui, mais j'ai vu commencer par le commencement. Non, je sais pas. C'était un jour, c'est passé à la télé, je fais allez, pourquoi pas. Et du coup, j'ai pas voulu mater le premier. Kazoar 84, j'en suis pas revenu et j'y suis jamais revenu. En référence à l'affiche du film qu'avait écrit dessus, vous n'en reviendrez pas. Et du coup, voilà. Clément Arbuste, qui nous a envoyé aucun épisode sur Carpenter et commencé par ce film, respect, presque un geste politique. Et voilà, c'était réfléchi. C'était calculé. Bah, en vrai, vu le nombre de gens qui parlent de Ghost of Mars, je pense qu'on a bien fait. C'est pas un film qui revient souvent dans le débat. Et il a sa mini-réhabilitation, on a déjà parlé, il a ses fans et tout, tu vois. Et vous êtes 3 après. Mais tout empire commence avec quelques personnes, puis on verra où ça va, tu vois. Sachant que, on le dit souvent dans le podcast, les évidences, on les distille avec parcimonie. Oui, un épisode sur The Thing, oui, un épisode sur The Fog, oui, sur Halloween, pas de problème, mais pas tous les 4 matins. Et on trouvait ça plus judicieux de passer par la petite porte de derrière et de commencer par la fin de sa filmographie, qui est au final peu évoquée dans les débats. Donc voilà. Si ça peut répondre à ton commentaire, Clément. Mais parce que je pense qu'il y a plein de personnes aussi qui, un peu comme moi, qui refusent que ça fasse partie de la filmo de Carpenter, tu vois. En mode non, mais ça compte pas vraiment, tu vois. C'est comme genre la saison 9 de Scrubs ou des trucs comme ça, tu vois. Genre... Ouais, ou Star Wars 9, tout ça, enfin... Mais tous ces trucs, ils seront réhabilités. Il y a cette mode, en fait, à partir du moment où une génération qui a grandi avec un film ou une série qui est pas jugée bonne par les gens de l'époque, réhabilite ce truc. Tu vois, la prélogie Star Wars, qui s'est fait chier dessus pendant des années, maintenant c'est vu comme des chefs-d'œuvre. Moi, je pense qu'il y a un moment où Ghost of Mars va briller, mais ça implique que The Ward va briller à un moment et ça me fait très peur. Après, Ghost of Mars c'est sorti avant l'attaque des clones, hein. Donc je pense qu'on a passé le cap où ça peut... Ouais, mais c'était qu'un exemple. C'était qu'un exemple, si tu veux. Avec le temps, la pire des merdes trouve ses fans. Donc, c'est ça le truc. Dans 10 ans, il y aura des ravagés qui vont trouver que Mandy est un bon film, tu vois. Enfin, donc, faut se préparer à ça, quoi. Ah, c'est honteux. Voilà. Ça, c'est un épisode qu'il faut faire aussi, tu vois. Mandy. Juste toi seul avec ton micro, par exemple. Le tunnel de 2 heures. Le tunnel de haine. Et on finira juste avec Very Nasty Stories, qui, comme d'habitude, arrive à la fin et clôt le podcast mieux que moi, donc je le laisse toujours souvent en fin d'avis des auditeurs. Nous a écrit beaucoup de love pour ce film imparfait et la grande Pam Grier, un peu trop sous-exploité, mais encore un film qui ne ressemble pas à un autre dans la filmo de Carpenter, dont la seule faute de goût s'appelle Fog. Mais non, mais pas lui, bon sang. Oh là là. Oh, je suis déçu. Je peux pas faire confiance à personne. Trahison pour certains, plaisir pour d'autres. Moi, j'ai vu ce message, j'ai su directement. Je comprends pas qu'on puisse défendre Ghost of Mars et pas Fog. Écoutez, on va finir sur cet avis désastreux de Very Nasty Stories.
Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Jumpscarecast sur Twitter et Instagram, 5 étoiles Apple Podcast, Spotify. On se retrouve la semaine prochaine pour un gros ride des années 90 qui s'appelle Wishmaster. D'ici là, portez-vous bien et allez voter. Bisous. Ciao, ciao. Salut.